Imaginez, une plaine immense sous un soleil couchant. Le bruit lointain de sabots qui martèlent la terre. Une crinière qui flotte au vent. L'image du cheval sauvage, libre et indomptable, est gravée dans notre esprit. C'est le symbole ultime de la nature à l'état pur, une vision de liberté absolue qui nous fascine tous. De la Camargue française aux plaines de l'Ouest américain, on admire ces troupeaux comme l'expression d'un monde qui refuse de plier. On les appelle sauvages, les derniers témoins d'une époque disparue. Mais si cette image n'était qu'un mythe, une magnifique illusion un peu trop belle pour être vraie, et si tout ce que vous pensiez savoir sur ces chevaux était faux? Accrochez-vous, car la vérité est bien plus complexe et inattendue. Derrière cette carte postale de liberté se cache une histoire qui va complètement changer votre regard sur ces animaux. Pour tout comprendre, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les mots. Quand on dit sauvage, on imagine un animal dont la lignée a évolué sans jamais être touché par l'homme. Et si on s'en tient à cette définition, le constat est brutal. Il n'existe quasiment plus de chevaux véritablement sauvages sur Terre. La quasi-totalité des troupeaux qu'on admire, des Mustangs américains aux Brumbies australiens, ne sont pas sauvages. Le terme scientifique exact, c'est féral. Un animal féral est tout simplement un descendant d'animaux domestiques qui est retourné à l'état de liberté. Ce sont donc des chevaux dont les ancêtres ont été élevés et montés par l'homme avant de s'échapper ou d'être relâchés. Ils ont réappris à vivre sans nous, c'est vrai, mais ils portent en eux l'héritage de la domestication. Alors, est-ce qu'il en reste un vrai de vrai cheval sauvage? La réponse est oui, mais il n'y en a qu'un et il a bien failli y passer. C'est le cheval de Przemysl. Originaire des steppes de Mongolie, ce petit cheval trapu avec sa crinière en brosse est génétiquement différent de tous les chevaux domestiques. Attention, ce n'est pas leur ancêtre, mais plutôt un lointain cousin. Éteint à l'état sauvage dans les années 60, il a survécu uniquement grâce à des os, avant d'être réintroduit petit à petit en Mongolie et en Chine. Des programmes très récents, en 2024 et 2025, continuent d'ailleurs de renforcer ces populations, notamment au Kazakhstan. Le Przewalski est la seule lignée de chevaux qui n'a jamais été domestiquée. Tous les autres, ceux de nos rêves d'évasion, racontent une histoire bien différente. Une histoire de conquête, de travail, d'abandon, bref, une histoire très humaine. Pour comprendre comment des chevaux domestiques ont pu créer des troupeaux sauvages sur des continents entiers, il faut faire un petit bond dans le passé. Prenons l'exemple le plus célèbre, le Mustang américain. Dans notre tête, le Mustang, c'est le cheval du Far West, le complice des tribus amérindiennes. Pourtant, il faut savoir que le cheval avait complètement disparu d'Amérique il y a plus de 10 000 ans. Son grand retour, il ne l'a pas fait à la nage, mais dans les cales des navires des conquistadors espagnols au XVIe siècle. Ces chevaux étaient de véritables outils de conquête. Certains se sont échappés, d'autres ont été volés ou tout simplement abandonnés. Ils ont alors découvert un continent presque sans prédateurs et avec des plaines à perte de vue. La nature a fait le reste. En quelques siècles, leur population a explosé. Ils ont été rejoints par d'autres vagues de chevaux perdus, ceux des colons, des chercheurs d'or et même de la cavalerie américaine. Chaque cheval abandonné ajoutait une nouvelle goutte de sang domestique dans ce grand cocktail génétique. Le mot Mustang lui-même, il vient de l'espagnol mestengo, qui veut dire errant ou sans maître. Ça dit tout, non? Ce n'est pas l'histoire d'un animal sauvage, mais celle d'un animal domestique qui a repris sa liberté. Et cette histoire, elle ne s'est pas arrêtée à l'Amérique. C'est un schéma qui s'est répété partout où les Européens ont posé le pied avec leurs chevaux. En Australie, les Brumbies descendent des chevaux amenés par les Britanniques en 1788. Devenus inutiles avec l'arrivée des moteurs, beaucoup ont été relâchés. Aujourd'hui, leur gestion est un véritable casse-tête écologique et éthique. Au Canada, les chevaux de l'île de Sable, ou en Namibie, les fameux chevaux du désert, ont des origines similaires, descendants de montures de la cavalerie allemande. Chaque troupeau féral est en fait un chapitre oublié de notre propre histoire. Cette origine férale et non sauvage a des conséquences énormes aujourd'hui, et on est loin de l'image romantique.
la vie de ces chevaux est au cœur de conflits écologiques et politiques très complexes. Le problème numéro 1, c'est la surpopulation. Sans assez de prédateurs naturels, les populations de chevaux peuvent exploser et parfois doubler en quelques années seulement. Aux États-Unis, le Bureau de Land Management, BLM, estime qu'il y a plus de 80 000 Mustangs en liberté, bien plus que ce que les terres peuvent supporter. Cette surpopulation crée une compétition féroce pour l'eau et la nourriture, non seulement avec la faune locale, mais aussi avec le bétail des éleveurs. Ça mène à la dégradation des sols et ça menace des écosystèmes déjà fragiles. En Australie, on accuse les brumbies de saccager des zones humides et la flore unique des Alpes australiennes, ce qui a conduit à des plans d'abattage qui déchirent l'opinion publique. Face à ça, les gouvernements utilisent des méthodes souvent controversées. Aux États-Unis, une loi de 1971 protège les Mustangs, mais autorise leur régulation. La méthode, des captures de masse, souvent par hélicoptère, une technique incroyablement stressante et dangereuse pour les animaux. Les chevaux capturés finissent dans des enclos en attendant une adoption qui ne vient que pour une petite partie d'entre eux. D'autres solutions, comme la contraception par vaccin, existent, mais coûtent cher à mettre en place. Le débat est donc sans fin. D'un côté, les protecteurs des chevaux qui y voient un héritage culturel, de l'autre, les écologistes qui soulignent leur impact négatif. Alors, trésor national ou espèce invasive? La réponse est loin d'être simple, et elle est liée à leur véritable histoire. Ils ne sont ni des créatures sauvages intouchables, ni de simples animaux de ferme égarés. Ils sont un héritage vivant et terriblement complexe. Au fond, le cheval sauvage de notre imagination est moins une réalité zoologique qu'un puissant symbole culturel. Révéler leur origine férale, ça ne diminue en rien leur beauté ou leur force. Au contraire, ça leur donne une nouvelle profondeur. Ces troupeaux ne sont pas les fantômes d'un monde d'avant l'homme, mais les témoins vivants de notre propre histoire, de nos conquêtes et de nos abandons. Accepter qu'ils sont féraux, c'est accepter cette complexité. Ça nous force à nous poser la question de notre propre responsabilité. Quelle place doit-on donner à cet héritage de notre passé qui est retourné à la nature? Faut-il protéger le symbole ou les écosystèmes qu'il transforme? Il n'y a pas de réponse facile. Cette histoire nous rappelle que la frontière entre sauvage et domestique est bien plus floue qu'on ne le croit, et que parfois la nature reprend ses droits en portant les cicatrices de notre passage. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant que vous savez tout ça, comment voyez-vous ces chevaux en liberté? Dites-le nous en commentaire, le débat est important. Et si vous aimez les explorations qui bousculent les idées reçues, abonnez-vous pour ne rien manquer.